C'est bon. Bon, ben on démarre. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence Parlons. Cette conférence qui est organisée à l'initiative des notaires d'Auvergne, ici même à la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne, et la troisième dans l'ordre des conférences. Il y en a donc généralement une au mois de juin sur laquelle on parle des chiffres de l'immobilier, des statistiques immobilières de l'Auvergne. Une au mois de novembre où on choisit un thème libre, et une au mois de janvier, celle-ci, où généralement on parle de la loi de finances. Alors quand on a préparé cette conférence, la loi de finances, on n'avait aucune idée de savoir si elle serait adoptée ou pas et dans quels termes. Ce qui s'est passé d'ailleurs l'an dernier, ce qui nous a amené l'an dernier à annuler la conférence sur la loi de finances, puisque vous savez tous comment ça s'est passé l'année dernière. Cette année, on a décidé de maintenir cette conférence en la nommant Parlons fiscalité. Alors parlons fiscalité, parce que à l'époque où on a préparé cette conférence, on n'avait aucune idée de savoir si la loi de finances serait adoptée, dans quel terme et à quelle date. Voilà. Alors il se trouve que la loi de finances a été adoptée par le régime de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, et donc elle est en vigueur maintenant, rétroactivement, depuis le 1er janvier, cette loi de finances. Mais pour autant, il a fallu aller assez vite pour travailler sur la loi de finances. Et on va quand même faire un petit exposé aujourd'hui qui parle de cette loi de finances, mais dans un thème un peu plus global qui parle de la fiscalité. Alors la fiscalité, c'est très large comme thème, vous le savez bien. On a fait des choix, on ne peut pas évidemment embrasser la totalité du Code général des impôts, donc on a fait des choix qui, semble-t-il, intéressent quand même les gens. Le premier choix, c'est la fiscalité des transmissions à titre gratuit, succession, donation. Ensuite, la fiscalité des cessions à titre onéreux, des ventes immobilières principalement, donc que ce soit au niveau des acquéreurs ou des vendeurs, ce n'est pas la même fiscalité, vous allez le voir. Après, on va parler un peu d'optimisation fiscale. Alors ça, c'est un bien grand mot, hein. L'optimisation, c'est ce qu'on peut faire et pas faire, ce qu'il est conseillé ou moins conseillé. Et on terminera justement en parlant de la loi de finances. Alors, vont intervenir à ce pupitre donc mes confrères et consoeurs, et également M. Grenier, qui travaille à l'Union notariale financière, l'UNOFI, qui est un partenaire de la profession notariale, qui donc s'occupe de la gestion de patrimoine également, pour le compte des notaires. Voilà, donc on va commencer par les transmissions à titre gratuit. Donc maître Enjolras et maître Dupic, Honneur Dupic, c'est à vous pour démarrer cette conférence. Merci. Et c'est gauche-droite. Bonsoir à tous. Alors j'attaque. Voilà, la transmission et la fiscalité. Donc nous allons vous parler, nous, de la transmission à titre gratuit. Donc cette transmission à titre gratuit peut se faire de son vivant par la donation ou par décès, et c'est en matière de succession que l'on parle de cette transmission. Une transmission de son vivant, ça permet en fait d'alléger et optimiser la fiscalité et d'un point de vue juridique et familial, d'assurer le maintien de la paix familiale. Sinon, à défaut ou en complément de ne pas avoir tout transmis par donation de son vivant, au moment du décès, à ce moment-là, eh bien, la transmission va se réaliser avec une fiscalité qui va être subie, des délais de paiement auprès de l'administration fiscale du montant des droits dans un délai de 6 mois à compter du décès, en principe, la plupart du temps, et des risques de conflits intrafamiliaux pour une indivision qui pourrait naître entre les différents héritiers. Au niveau fiscal, donc que ce soit en matière de donation ou en matière de succession, on bénéficie, selon le lien familial, d'abattements
Donc il y a un abattement général, je vais vous représenter juste après le tableau, un abattement général qui s'applique tant en matière de donation qu'en matière de succession. Il peut y avoir également des abattements spécifiques et qui s'appliqueront uniquement en matière de donation. Donc ces abattements, ils sont différents en fonction donc, du lien de parenté, du lien de parenté entre celui qui donne, le donateur, et celui qui reçoit, le donataire. Et puis également en matière de succession entre le défunt et ses héritiers. Donc ce barème de droit différent en fonction du lien de parenté et ces abattements se régénèrent tous les 15 ans. Alors vous avez ici les différents abattements. Donc en fonction du bénéficiaire, donc en matière de donation, vous voyez que pour le conjoint ou le partenaire d'un PACS, il n'aura pas de fiscalité jusqu'à 80 724 €. Et en matière de succession, il sera totalement exonéré de droits de succession. Pour les parents, ascendants ou enfants, sur l'abattement général, on est à 100 000 €, que ce soit en matière de donation ou en matière de succession. Pour un petit enfant, on pourra lui transmettre de son vivant 31 865 €. Il n'y aura pas d'abattement en matière de succession. Arrière-petits-enfants, les abattements diminuent. Frères et sœurs, vous avez également un abattement qui est identique, que ce soit en matière de donation ou succession. Pareil pour les neveux et nièces. Pour les personnes handicapées, sous certaines conditions, bénéficient d'un abattement complémentaire ou qui pourrait venir en plus de l'abattement général de 159 325 €. Et lorsqu'on n'a pas de lien de parenté ou éloigné, eh bien dans ce cas-là, en matière de donation, il n'y a pas d'abattement. Vous êtes donc taxé à 60% d'impôt sur ce qui est transmis. Et en matière de succession, un petit abattement de 1 594 €. Une fois que ces abattements sont épuisés, eh bien on rentre dans la tranche d'imposition en fonction de ce que l'on reçoit au-delà de l'abattement fiscal. Donc là, ce barème progressif qui est en ligne, que vous est présenté là ici en ligne directe, s'applique donc en ligne directe et que ce soit en matière de donation ou succession. Et puis, voilà, si je transmets à mon enfant de mon vivant ou par succession 108 072 €, et bien jusqu'à 100 000 €, pas d'impôt, et 8 072 € qui seront taxés à 5%. Et au-delà, eh bien, vous avez les tranches de 10, 15, et vous avez une très grosse fourchette entre 15 932 € et 552 324 € à 20%. Et puis au-delà, eh bien, ça monte jusqu'à 45%. Entre époux ou partenaires, donc tout à l'heure je vous disais qu'en matière de donation, on avait un abattement d'environ 80 000 € et en matière de succession, on n'avait pas d'imposition. Donc ce barème s'applique lorsque l'on fait une donation à son époux de son vivant. Et puis, bien sûr, au-delà de l'abattement de 80 000 €, eh bien, c'est le même système que tout à l'heure. On est en barème progressif et en fonction des sommes données au-delà de l'abattement, eh bien, vous pourrez vous retrouver dans la tranche à 20%. Et donc, il y aura les 3 premières tranches qui seront utilisées et après l'excédent dans la tranche à 20%. Vous avez le barème progressif entre frères et sœurs. Donc là, on a vu tout à l'heure les abattements. Je ne vais pas reprendre exactement, mais au-delà de l'abattement prévu entre frères et sœurs, eh bien, si vous dépassez les 24 430 €, vous serez dans la tranche à 45% et juste en dessous à 35%. Pour les collatéraux jusqu'au 4e degré, on est à 55% et au-delà, comme je vous disais, vous êtes à 60% d'impôt. Alors, pour vous présenter l'intérêt de faire une donation de son vivant, vous avez ici un petit exemple. Le but est de transmettre en démembrement, c'est-à-dire de transmettre la nue propriété à ses enfants, par exemple dans cet exemple, et de conserver la jouissance du bien. Cela, on peut le faire de son vivant. Et on va vous montrer après l'exemple du montant des droits si on n'avait pas anticipé en faisant de son vivant cette transmission en démembrement. Donc j'ai la valeur d'un bien immobilier à 300 000 €. Compte tenu de l'âge de celui qui va donner, 71 ans, mon usufruit va être avant ces 71 ans, de 40%.
Donc l'usufruit est déterminé par un article du Code général des impôts en fonction de l'âge de l'usufruitier, donc celui qui donne. Le but, c'est je donne, mais je conserve la jouissance du bien et je transmets la nue propriété à mon enfant pour une valeur inférieure à la pleine propriété du bien. Et à mon décès, eh bien, mon enfant deviendra plein propriétaire sans avoir à repasser chez le notaire pour constater cette pleine propriété et sans avoir à repayer des droits ou des frais d'acte. Donc, ce bien immobilier qui vaut 300 000 €, j'ai moins de 71 ans, donc entre 61 ans et 71 ans, mon usufruit est de 40%, c'est-à-dire 120 000 € d'usufruit, 40% de 300 000 €. La différence, c'est 180 000 € qui correspond à la valeur de la nue propriété. J'ai mes 2 enfants, je leur donne à chacun la moitié, ils ont donc 90 000 €. Je suis en dessous de l'abattement des 100 000 €. J'ai transmis mon bien immobilier de 300 000 € sans aucun impôt. Finalement, Madame Dupont n'a rien fait. Donc, dans sa succession, on va retrouver en actif le bien immobilier valorisé à 300 000 €, divisé entre ses 2 enfants, 150 000 € chacun. Donc, avec ce que je vous ai présenté juste avant, 100 000 € d'abattement, j'ai pas d'impôt. Au-delà, 50 000 €. Donc, on a la première tranche à 5%, la deuxième tranche à 10%, la troisième tranche à 15%. Et sur la différence où il me reste 34 068 €, je suis à 20%. Donc à la fin, chaque enfant paiera 8 196 € de droits de mutation à titre gratuit, soit un total de 16 392 €. Si j'avais anticipé, j'aurais pu effectivement éviter ce coût fiscal pour les enfants. Voilà. Alors également, en dehors de la fiscalité, vous avez le coût de l'acte en lui-même de donation, qui va être souvent, mais ce n'est pas forcément le cas, mais la plupart du temps, c'est le donateur qui veut anticiper, éviter que ses enfants payent trop d'impôts, donc va payer les frais de l'acte de donation. Si on retrouve le bien dans la succession, eh bien, ce sera des frais liés à une déclaration de succession, une attestation de propriété immobilière. Et quand vous calculez les frais d'acte les frais d'acte en eux-mêmes, sans parler de la partie fiscale, entre une donation de son vivant, dont les frais ne vont pas être taxés puisqu'ils vont venir en moins dans le patrimoine de celui qui transmet. Et les frais qui vont être à supporter par les enfants au moment de la succession, on est à peu près sur le même montant de coût d'acte. Donc vraiment, l'incidence est purement fiscale. Donc, le temps en matière de transmission est un allié. Donner plus tôt, en plusieurs fois, à plusieurs bénéficiaires. Donc, plus tôt parce que, comme je vous ai dit, l'usufruit se calcule en fonction de l'âge. Plus on est jeune, plus son usufruit a de la valeur, donc la différence, la nue propriété, a moins de valeur. Déjà au niveau du démembrement, plus tôt également, c'est parce que je vais pouvoir bénéficier peut-être plusieurs fois de cet abattement, sur l'abattement général de 100 000 € qui se régénère tous les 15 ans. Donc je fais une première donation. 15 ans plus tard, je ne suis pas décédée. Je peux refaire encore une donation. Donc je l'utilise à nouveau 100 000 € par parent, par enfant. Et après, eh bien, en ayant plusieurs bénéficiaires, effectivement, ça me permet d'utiliser plusieurs abattements possibles. Donc, la transmission de son vivant permet de réduire la fiscalité tout en aidant ses proches au bon moment de leur vie. Voilà. Donc, à moi, je vais vous parler des dons manuels. Donc, les dons manuels, eh bien, on en fait souvent, en fait. Des fois, on ne se rend même pas compte. On est généreux, on a envie de faire plaisir, on a envie d'aider ses enfants, ses petits-enfants ou d'autres membres de la famille. Mais on va s'en tenir au cercle, à la cellule familiale restreinte. Voilà, donc déjà, c'est quoi un don manuel? Voilà. Donc, en fait, un don manuel, c'est une personne, donc le donateur, donc le petit truc mémotechnique, le donateur, c'est celui qui a du cœur, d'accord? Donc, lui va transmettre volontairement et gratuitement à une autre personne, le donataire, sans contrepartie et sans passer par un acte notarié, donc notamment une somme d'argent.
Pour qu'on puisse caractériser l'existence du don manuel, il y a 3 éléments qui doivent être retenus. Donc l'intention de donner sans obligation de contrepartie, hein, je te donne, d'accord. Quand on vend, on donne, enfin on donne et on reçoit en échange quelque chose d'autre, un prix. L'acceptation du don par le bénéficiaire et la remise effective du bien. Donc en fait, un don manuel, on vient de le voir, ça implique une remise matérielle, directe ou indirecte, du bien. Ça peut être fait par un virement bancaire, un chèque, un transfert de titre, et ça porte obligatoirement sur des biens mobiliers. Hein, on entend par bien mobilier de l'argent, des objets, hein, des bijoux, une voiture, des meubles, et puis aussi, dans certains cas, des valeurs mobilières. Quand on veut donner un bien qui est autre qu'un meuble, hein, qu'un bien mobilier, eh bien, on va donner un immeuble. Et là, auquel cas, vous allez obligatoirement devoir aller voir votre notaire pour constater cette transmission. Alors, déjà, dans un premier... mince, pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu que ça avait passé. Donc, quelle est la différence déjà avec un présent d'usage ? Parce que les gens, ils viennent vous voir, ils vous disent je vais donner de l'argent à mes enfants, je n'ai pas envie de le déclarer à l'administration fiscale. Est-ce que je peux ? Alors, on peut dans la mesure où c'est un présent d'usage. Un présent d'usage, ce n'est pas un don, c'est un cadeau, d'accord ? Qui va être lié à un événement particulier de la vie. Ça va être un anniversaire, ça va être un diplôme, un mariage, une réussite à un examen, un départ à la retraite. C'est cet événement-là qui va suffire à qualifier le présent d'usage. Alors, souvent, on nous dit, mais quelle est la limite pour pouvoir faire un présent d'usage ? En fait, il n'y a pas de limite. Ça va dépendre de votre fortune. Alors, Liliane Bettencourt, quand elle faisait des cadeaux à Henri Bagné, lui faisait des cadeaux de plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'euros. Ça correspondait à sa fortune. Elle pouvait faire des très beaux cadeaux. Donc vous, quand vous allez faire un cadeau, ça va être beaucoup plus restrictif, d'accord ? Donc il va falloir que ce cadeau soit raisonnable, eu égard à votre patrimoine, votre revenu et votre train de vie. Quand vous allez faire un cadeau de 3 000 € pour le mariage de votre petit-fils, par exemple, eh bien, il va falloir que ça corresponde effectivement à votre train de vie. D'accord, et vos revenus et votre patrimoine. Si vous vous appauvrissez en le faisant, l'administration fiscale va pouvoir requalifier tout ça en une donation. La différence entre les deux, c'est, on vient de le voir, le présent d'usage n'est pas déclarable à l'administration fiscale puisque c'est un cadeau. Par contre, le don va être déclarable à l'administration fiscale. Et là, donc, on en passe à l'obligation de déclaration. Donc, tout don manuel doit donc être déclaré à l'administration fiscale. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir des soucis dès lors où l'administration fiscale va découvrir ou constater que vous avez fait ce don. Alors, cette obligation, elle va peser exclusivement sur le donataire. C'est celui qui reçoit l'argent qui va devoir faire la déclaration. Le donateur, lui, il n'a pas de démarche à faire, rien du tout. Et cette déclaration, normalement, vous devez la faire au moment où vous donnez, d'accord ? Si vous ne faites pas de déclaration, par exemple, aujourd'hui, vous donnez 10 000 € à un enfant pour l'aider, vous ne faites pas de déclaration à l'administration fiscale, eh bien, les abattements fiscaux auxquels vous avez droit, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Et d'autre part, le délai des 15 ans, qu'on retrouve, le même que celui que ma consoeur a énoncé, eh bien, ce délai ne va pas commencer à courir pour pouvoir recharger votre compteur au bout des 15 ans. D'accord ? Voilà. Alors, excusez-moi. Donc la déclaration, je venais de vous le dire, elle permet de donner une date certaine au don et elle permet donc de faire courir les délais fiscaux, donc ces fameux 15 ans, et d'appliquer les abattements. Cette déclaration, elle va être indispensable pour bénéficier de l'exonération. Fixer le départ du délai de 15 ans, c'est ce que je viens de me dire. Je tourne en rond un petit peu. Voilà, éviter un redressement avec l'administration fiscale si elle venait à constater qu'il y a de l'argent qui est sorti de votre compte, qui est arrivé quelque part. C'est quoi? C'est un prêt? C'est un don? C'est un cadeau? Voilà, à vous de démontrer à l'administration. Donc, comment est-ce qu'on doit déclarer le don manuel? Eh bien, depuis le 1er janvier, vous avez l'obligation de le faire via votre espace personnel, votre page impôts.gouv. Vous avez une rubrique maintenant. Et vous ne pouvez plus. Avant, on pouvait remplir
à la main, le formulaire fiscal et l'a envoyé à l'administration fiscale, bah, tout ça, c'est fini. Donc, vous allez avoir tout un tas de choses à indiquer hein, dans ce document. Et on le rappelle, donc c'est le donataire sur sa poche d'impôt.gouv qui va aller déclarer son don. Ensuite, donc, la fiscalité du don manuel. Donc, on a une première fiscalité qui va être celle d'appliquer la fiscalité que ma consoeur vous a énoncée, c'est-à-dire que vous voulez donner à un enfant, bah, vous allez pouvoir lui donner jusqu'à 100 000 € en exemption de droit. Par contre, vous avez un abattement spécifique qui est réservé aux dons manuels. Donc cet abattement, il est de 31 865 €. Ça veut dire que, par exemple, à un enfant, vous allez lui donner, donc, alors on va rentrer dans les critères déjà, et on illustrera après, puisqu'il y a des critères bien particuliers pour pouvoir quand même bénéficier de cet abattement exceptionnel de 31 865 €. Il faut que le donateur, donc celui qui a du cœur, ait moins de 80 ans, et il faut que le donataire, donc celui qui va recevoir le don, ait plus de 18 ans. D'accord ? Et il faut bien évidemment que ce soit une remise de somme d'argent, hein, que ce soit en espèces ou en chèque ou par virement. Et que, donc si le montant est de 31 865 €, eh ben on va ne rien payer. Et si on le dépasse, là par contre, eh ben on va profiter des abattements généraux. D'accord ? Donc ça veut dire que vous donnez 50 000 € à un enfant, vous allez avoir 31 865 € et la différence jusqu'aux 50 000 € va venir s'imputer sur l'abattement de 100 000 €. D'accord ? Donc après, ben, en fonction de la parenté, du lien de parenté, ben, vous allez avoir l'abattement qui est différent. Voilà. Cet abattement particulier, vous allez pouvoir en faire profiter donc un enfant, un petit enfant, ou vos arrière-petits-enfants. Et toutefois, si vous n'avez pas d'enfant, ben, vous pouvez en faire bénéficier vos neveux ou vos nièces. Et ce que je venais de vous dire, donc qui se cumule avec les abattements généraux. Donc vous pouvez donner une somme d'argent jusqu'à 131 865 € à chacun de vos enfants en exonération de droit. D'accord ? Voilà. Donc cet abattement, c'est comme les autres abattements, il se recharge tous les 15 ans. Vous pouvez en rebénéficier. Alors, une petite chose qui est très importante par rapport au bénéfice de cet abattement, c'est que vous devez le déclarer à l'administration fiscale dans le mois qui suit la date à laquelle vous avez fait le don. Si vous ne le faites pas dans le mois qui suit, vous n'allez plus pouvoir bénéficier de cet abattement de 31 865 € et il va dégénérer, entre guillemets, sur les abattements généraux. D'accord ? Donc, il faut être très attentif, être derrière ses enfants, lui disant « tu as pensé à faire la déclaration, tu as pensé à faire la déclaration », puisque si l'administration fiscale venait à constater que le délai d'un mois est passé, eh bien, elle remettrait en cause le bénéfice de cet abattement-là pour appliquer l'abattement général. D'accord ? Alors, déjà, s'il y a de la fiscalité, hein, puisque vous donnez 200 000 €, eh bien, vous allez bénéficier des 31 865 €, vous allez bénéficier des 100 000 €. Et la différence, il va y avoir des droits de succession à payer selon le barème qui vous a été exposé. Et ces droits de succession, ils sont à payer au moment où vous allez déclarer votre don. Donc, à la télé, les reportages sur les notaires, on va vous dire oui, le notaire est un voleur parce que il vous dit de faire un acte notarié alors que vous pouvez faire une simple déclaration à l'administration fiscale. Alors, la simple déclaration, elle va vous régler le fiscal, elle ne va absolument pas vous régler le côté civil. Et l'acte notarié va être là, lui, pour vous régler le civil, d'accord ? Et notamment, vous avez plusieurs enfants, vous donnez en 2025 à un, vous donnez en 2027 à un autre, vous allez avoir besoin éventuellement d'avoir une traçabilité, mais vous allez peut-être avoir besoin de figer des valeurs, et c'est avec le civil que vous allez pouvoir le faire. Vous allez avoir tout un cadre civil à organiser par rapport à l'équité de vos enfants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que quand on donne des sommes d'argent, au moment de la succession des parents, on ne rapporte pas forcément les 100 000 € qu'on a eus, mais on va être parfois obligé de rapporter l'usage qui a été fait de cet argent. Donc, il est quand même conseillé, quand vous envisagez de donner de l'argent à vos enfants, de vous renseigner auprès du notaire pour voir s'il n'y a pas un intérêt à passer par l'acte notarié pour régler tout le côté civil de la donation. La simple déclaration ne règle que le fiscal, vous met en règle par rapport à l'administration fiscale. Voilà.
je crois que j'en ai fini avec les dons manuels. Merci, mesdames. Voilà, merci. Et ben, voilà. Donc, Maître Fort et Maître Tuard qui vont nous parler des transmissions à titre onéreux, ce coup-là. Voilà. Bonjour à tous. Alors, hop, on va passer. Il y avait encore une petite diapo. Ah mais non, c'était, pardon, tu devais continuer. Non Alors, lui laisse la place. Alors, je reviens. J'avais oublié mon portable, donc ça tombe bien. Je vais te soutenir. Je la soutiens à côté, si c'est que ça. Alors, pour déterminer les droits qui vont être versés à l'administration fiscale, il faut savoir sur quelle valeur on va devoir fixer le montant des droits et déterminer ainsi le montant à reverser à l'administration fiscale. Sur les biens immobiliers, l'administration fiscale dit qu'il doit avoir connaissance et qu'elle doit être taxée, les droits qui lui reviennent, sur la valeur vénale du bien, sa valeur marchande. Donc c'est ni une valeur sentimentale, ni une valeur optimiste, ni une valeur volontairement basse. Donc on avait tendance sur les donations à minimiser la valeur des biens, compte tenu de l'augmentation de l'impôt sur la plus-value, à plus de 36%, alors que dans les droits de mutation, on va être en général sur une tranche à 20%, pas toujours au-delà, tout du moins. Et donc, finalement, à sous-évaluer les biens immobiliers, eh bien, on peut se retrouver dans des situations de vente des biens à avoir une imposition sur la plus-value, sachant que l'exonération totale de la plus-value aboutit au bout de 30 ans de détention du bien. Et que rien que par l'augmentation de l'immobilier sur les années qui passent, on se retrouve tout de suite assez facilement à avoir un peu d'impôt sur la plus-value à payer. Alors, comment connaître la valeur de ces biens? Donc, demander une estimation à un expert, demander 2 estimations à des agences immobilières. Quand on a un décalage assez important, même demander une 3e estimation. Et on essaie de faire une moyenne des 3. C'est souvent notre pratique. Demander une estimation à son notaire s'il le réalise, notamment quand il a un service de négociation. Consulter des bases de données DVF, la base des données des impôts et Patrim. Et puis, le notaire peut consulter les bases Perval ou bien. En cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale, si elle n'est pas d'accord avec la valeur indiquée, que ce soit dans les déclarations de succession ou dans l'acte de donation, eh bien, elle va redresser en indiquant la valeur auquel elle pense être la bonne valeur du bien. Et pour cela, il faut garder tous les justificatifs qu'on pouvait avoir au moment de la transmission sur la détermination de ce qui paraissait être la juste valeur du bien immobilier. Donc, conserver toutes les justificatifs comme contrat de location, puisque si un bien est loué, effectivement, il ne peut pas se vendre aussi facilement qu'un bien libre, sauf un très bon rendement, mais sinon il peut avoir un abattement sur la valorisation du bien, des photos concernant l'état du bien aussi, ça c'est important. Et puis avoir des comparaisons avec d'autres transactions immobilières, comparaison concrète et pertinente. Donc, c'est les ventes récentes que vous allez retrouver notamment sur le site DVF ou Perval, sur des opérations qui ont des transactions immobilières qui ont eu lieu avant l'acte de donation ou de déclaration de succession, d'accord, dans une période assez proche pour qu'on puisse comparer. Et ça, c'est le fonctionnement de l'administration fiscale, de repérer, d'identifier différentes transactions dans le secteur pour voir quelle est la bonne valorisation du bien. Et donc, pour s'opposer au redressement de l'administration fiscale, eh bien, il faut présenter également des estimations, des transactions sur des biens qui pourraient être comparés. Voilà pour l'estimation juste du bien immobilier.
Dans la matière de succession, on a, en dehors des autres éléments d'actifs, un point important sur la valorisation des meubles. L'administration fiscale considère qu'il y a toujours, dans le patrimoine d'une personne, des meubles. Et donc, pour déterminer la valeur de ces meubles meublants, ils doivent être donc évalués et on a plusieurs solutions, soit un inventaire établi par un professionnel. Donc, il peut y avoir, s'il y a eu vente du mobilier dans les 2 années qui suivent le décès, une vente publique, et bien la valeur de la vente de ces biens meubles qui puisse être retenue. Si tout est vendu, ben, ce sera en fonction de cette valorisation du mobilier. Donc, c'est le prix net vendeur après déduction de frais. Si c'est une vente de mobilier partielle, eh bien, pour les meubles qui n'ont pas été vendus, il faudra faire une évaluation par un inventaire qui sera fait par notaire ou notaire accompagné d'un commissaire-priseur. Et le délai de 2 ans, alors ça c'est uniquement dans le cadre d'une vente publique, effectivement, il faut que ces meubles soient vendus dans les 2 ans du décès pour qu'on puisse retenir la valeur. Donc je vous disais, pour l'inventaire des meubles, soit on se déplace dans la résidence principale du défunt. On va également se déplacer dans toutes les autres résidences que pourrait détenir le défunt, également se déplacer à la banque pour ouvrir un coffre-fort et puis faire l'inventaire de tous ces biens meubles. Cet inventaire, donc on fait un acte d'ouverture des opérations d'inventaire et il doit être clôturé pour l'administration fiscale dans les 5 ans du décès. Et si jamais on décide de ne pas faire d'inventaire de ce mobilier, alors il faut savoir qu'en général, si on fait un inventaire, c'est parce que c'est fiscalement plus intéressant pour vous, parce que le commissaire-priseur, en général, ne donne pas une valeur très importante du mobilier. Alors tout dépend bien sûr des meubles et éventuellement œuvres d'art que l'on pourrait avoir, mais si du mobilier assez basique, ça ne se revend pas bien, donc pas à grande valeur. Donc c'est souvent plus intéressant dans ce cas-là de faire un inventaire et uniquement parce que l'on a des droits de succession à payer. À défaut, l'administration fiscale dit moi, si je n'ai pas d'inventaire, c'est 5% de l'actif brut successoral. Donc, quand j'ai un bien à 300 000 €, c'est 15 000 € de meubles qui doivent être indiqués dans la déclaration de succession, qui est soumis donc souvent dans une fiscalité à 20%, ça veut dire 3 000 €. Or, les frais d'un inventaire et le montant valorisé dans cet inventaire sera en général inférieur. Quand il n'y a pas de meubles meublants, eh bien dans ce cas-là, il y a quand même une prisée pour constater qu'il n'y a rien. C'est aussi parfois et souvent parce que les personnes sont dans un EHPAD et que dans ce cas-là, le directeur de l'EHPAD nous envoie une attestation qui justifie que la personne n'avait pas de mobilier. Dans ce cas-là, l'administration fiscale accepte que l'on n'utilise pas le fameux forfait de 5% de l'actif brut. Et sinon, de justifier de l'abandon de location ou cession du domicile du défunt. Voilà, il n'avait plus de logement et il n'était plus non plus dans un bien loué. Si jamais il y a un contrôle par l'administration fiscale, donc il va procéder à la réévaluation du bien, sans vous demander votre accord, il va donner la valeur qu'il considère juste. Vous demandez le montant des impôts complémentaires, des droits de mutation, plus les intérêts et pénalités de retard, puisque l'on n'aura pas versé à l'administration fiscale en son temps le bon montant de l'impôt qui lui est dû. Donc, il vaut mieux une évaluation réaliste que trop belle pour être vraie. Et voilà. Et le retour, parce que je n'en avais pas fini. Je me remets. Voilà. Retourne. Donc moi, je vais vous payer, vous parlez du paiement des droits de succession. Ça marche dans quel sens cette affaire? Du paiement des droits de succession et des retards, parce que des fois, on n'a pas les sous pour payer. Et je vous rappelle que le calendrier fiscal ne connaît ni le deuil, ni les conflits familiaux, ni les difficultés pratiques. Voilà. Donc le délai fiscal, le point de départ pour souscrire la déclaration de succession après le décès d'une personne, ça commence à courir du jour du décès. Et à partir de ce jour du décès, on va compter comme pour notre anniversaire, c'est-à-dire que dans les 6 mois
qui suivent date pour date, on devra avoir souscrit la déclaration de succession et surtout payé les droits de succession. Alors par contre, si le décès n'est pas intervenu en France, intervenu à l'étranger, eh bien, on a 12 mois pour pouvoir souscrire tout ça. Alors c'est vrai que le délai de 6 mois, c'est très très court finalement, rien que pour réunir les éléments. Quand on n'a pas de patrimoine, qu'on n'a que du patrimoine immobilier et puis qu'on n'a pas les sous pour payer, on se dit waouh waouh. Donc ce serait bien qu'un jour l'administration fiscale pense à étendre ce délai, mais bon, étendre le délai, ça veut dire que pendant un moment, il y a de l'argent qui ne va pas rentrer dans les caisses et puis ce n'est pas trop la tendance du moment. Pour la déclaration de succession, en fait, il y a 2 obligations indissociables. C'est-à-dire qu'on doit souscrire et on doit payer. D'accord ? Voilà. Donc les conflits, les problèmes de vente, etc., je vous le redis, ce n'est pas le problème de l'administration fiscale. Qui paye les droits de succession? Eh bien, les droits de succession, ils sont dus par les héritiers. Donc, on paye à hauteur des droits qu'on a à payer. Toutefois, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est solidaire devant l'impôt. C'est-à-dire que si je n'ai pas de sous pour payer mes droits de succession, eh bien, l'administration fiscale est en droit de les recouvrir vers mon frère ou ma sœur. D'accord ? Voilà. Ensuite, donc, comment se payent les droits de succession? On l'a vu, le jour où on souscrit la déclaration de succession, on paye comptant. Toutefois, l'administration fiscale, ils ne sont pas que méchants. Ils acceptent qu'on puisse rencontrer des difficultés et qu'on puisse envisager de payer les droits de succession différemment. Alors, une des premières solutions, c'est le versement d'un acompte. C'est-à-dire que j'ai 100 000 € de droits de succession à payer. Je ne dispose que de 20 000 €, eh bien, je vais verser à l'administration fiscale un acompte de 20 000 € et puis quand j'aurai trouvé les 80 000 qui me manquent, eh bien, je souscrirai la déclaration de succession et en même temps, je payerai ces 80 000 € qui me manquent. Par contre, il va y avoir des intérêts de retard qui vont courir pendant la période où je n'aurai pas payé ce qu'il y avait à payer et que je n'aurai pas souscrit ma déclaration de succession. L'administration fiscale, elle propose sinon deux modalités. Donc le paiement fractionné. Donc le paiement fractionné, on a un cas général où on va demander à l'administration fiscale de pouvoir payer ses droits sur une période maximale de 1 an. Donc en même temps qu'on souscrit la déclaration de succession, on va demander à l'administration fiscale ses délais de paiement et c'est limité à 3 fois. D'accord ? Donc on a dans un délai d'1 an, le paiement des droits de succession qui se fait au moyen de 3 versements. On l'a vu, des fois on peut ne pas avoir l'argent pour payer les droits de succession parce qu'on a une succession qui est essentiellement composée de biens non liquides et en l'occurrence, dans les cas où la succession comporte au moins 50% de biens non liquides, eh bien on peut demander là également un paiement fractionné à l'administration fiscale. Et là, ce paiement fractionné peut s'étaler sur une période de 3 ans et on a un nombre maximal de 7 versements. Voilà. Le paiement différé est une autre solution. Alors là, carrément, on diffère le paiement des droits de succession à un autre événement. En l'occurrence, c'est quand on a des successions où il y a des biens en nue propriété, d'accord? Donc là, on va demander à l'administration fiscale d'attendre le décès de l'usufruitier pour payer les droits de succession. Donc ça veut dire que mes parents, mon père décède, il y a ma maman qui est là qui va recueillir l'usufruit des biens de la succession. Donc, on va dire à l'administration fiscale, eh bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendre que maman ne soit plus là, que l'usufruitier soit décédé pour que je vous paye les droits de succession que je vous dois. Ça arrive également dans le cas où le conjoint survivant a opté pour le droit viager d'habitation et d'usage, et aussi dans les successions où il y a une attribution préférentielle d'une exploitation agricole. Donc, c'est une autorisation à demander à l'administration, ce n'est pas automatique, et donc cette autorisation, on fait une demande au moment de la souscription de la déclaration de succession, et l'administration fiscale a donc 2 mois pour nous répondre à notre demande, et bien évidemment, l'administration fiscale va nous demander des garanties, c'est comme une banque, entre guillemets, ils nous prêtent de l'argent,
Donc on va devoir hypothéquer des biens, par exemple. Les biens de la succession, on va les donner en garantie à l'administration fiscale. Et bien évidemment, rien n'est gratuit. Donc je vous ai dit que l'administration fiscale, elle faisait comme la banque, donc elle va vous demander de payer des intérêts sur la somme qu'elle vous prête, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en cas de retard? D'accord? Je n'arrive pas à payer mes droits de succession. Eh bien, à compter de l'expiration du délai, donc des 6 mois, vous allez avoir un intérêt de retard qui va courir sur les droits de succession qu'il y a à payer, qui est de 0,20% par mois de retard. Alors, l'intérêt de retard, c'est qualifié en une réparation du dommage que vous faites subir à l'administration fiscale de ne pas pouvoir lui donner l'argent que vous lui devez. D'accord? Donc l'administration fiscale ne fera jamais de dégrèvement sur ces sommes-là. Les 0,20, ils sont dus. Pas de discussion possible. Ensuite, vous allez avoir des majorations. Donc les majorations, là, ce sont des sanctions. D'accord? C'est une amende qu'on va vous appliquer dès lors où vous n'avez pas payé vos droits de succession. Donc cette amende, elle peut être de 10% et elle va s'appliquer, elle, par contre, à compter du 13e mois, suivant le décès. Les 6 mois sont passés, je n'ai pas pu payer, je ne peux pas encore payer pendant un délai de 13 mois à compter du décès, eh bien l'administration fiscale va m'appliquer une sanction et elle va me faire payer 10% de pénalité, de majoration, pardon, 10% de majoration par rapport aux droits de succession que j'aurais dû acquitter. Donc là, on arrive à discuter avec l'administration fiscale et à ce qu'elle fasse des remises. On étaye en disant on n'a pas réussi à vendre, on a des biens qui ne se vendent pas, etc. Bon, généralement, ils arrivent à être conciliants et fut un temps, on arrivait à avoir des remises totales. Maintenant, on a des remises plutôt de la moitié, mais bon, on arrive encore à en avoir. Et puis, vous allez avoir aussi des majorations de 40%. Alors là, ça fait mal et souvent, c'est lié à la mauvaise foi. Donc, l'administration, généralement, vous met en demeure de souscrire la déclaration de succession et de payer les droits. Et vous avez un délai pour pouvoir vous exécuter. Et si vous ne pouvez pas le faire, et bien là, c'est 40% de sanctions. Voilà. Alors, non, j'avais presque fini. Donc, tout ça, c'est cumulable. C'est-à-dire, vous allez payer des pénalités, vous allez payer des majorations. Voilà, pour les intérêts de retard, il faudra les payer. Les majorations, vous pourrez discuter avec l'administration fiscale. Et je vous le disais, le notaire, dans ces cas-là, va écrire et demander des remises gracieuses ou des dégrèvements qui vous seront accordés ou pas. Il vous appartiendra de démontrer, je vous l'ai dit, la bonne foi, d'expliquer les circonstances et d'agir volontairement. L'administration fiscale, on peut discuter avec eux, il ne faut pas attendre qu'ils viennent à vous pour vous dire « je vais vous sanctionner, vous n'avez pas fait ». Il faut prendre contact avec eux, leur expliquer la situation et ils savent être indulgents. Voilà. De rien. Cette fois-ci, c'est bon, on laisse la place. Voilà, après l'impôt donation-succession, nous allons vous parler de l'impôt lié à la vente. Donc, les droits de mutation à titre onéreux. Et oui, puisque l'immobilier ici, pour chaque opération que vous pouvez réaliser, il y aura un régime fiscal. Et donc, acheter, vendre, louer. Donc, vous aurez un impact fiscal. Donc, nous allons vous évoquer quelques messages pour éviter les erreurs courantes et puis des cas d'exonération. Parfois, on peut échapper à la fiscalité. Puisqu'effectivement, nous, en tant que notaire, nous intervenons dans les deux cas de figure, tant côté vendeur que côté acquéreur, puisqu'on est collecteur d'impôts. Donc, on va effectivement, côté vendeur, c'est l'impôt sur la plus-value immobilière. Dès lors qu'un bien va être vendu plus cher qu'il a été acheté, on va regarder. Et pour celui qui achète, c'est les droits d'enregistrement, les droits de mutation que nous collectons dans les deux cas de figure pour l'État et on reverse derrière au Trésor public. Donc on va commencer un peu par les plus-values.
Oui, on va vous parler de plus-value. Et quand on parle plus-value, on pense d'abord à la résidence principale. Hein, c'est un des cas d'exonération le plus connu. Donc, qu'est-ce que la résidence principale? C'est donc le logement que vous occupez effectivement. C'est votre lieu de vie habituel. Et donc, on a différents critères. Et c'est là où vous avez aussi le centre de vos intérêts familiaux. Donc, c'est une appréciation factuelle, mais pas déclarative. Donc vous pouvez, parfois on peut se poser la question, est-ce bien ma résidence principale? Vous avez une résidence secondaire, vous occupez un logement la moitié de l'année, hein, vous avez votre appartement en Corse pour l'hiver et puis l'été vous revenez en Auvergne. Quelle est la résidence principale? C'est pas forcément celle que vous aurez déclarée donc pour vos revenus. Attention, on ne peut pas jouer comme ça. Ou si vous avez aussi un logement qui était loué, vous voulez le vendre et pour échapper à la plus-value, vous allez déclarer que c'est votre résidence principale. Non, il va falloir quand même réunir certains critères de l'administration fiscale. Il s'agirait par exemple de vérifier si vous avez des factures de consommation d'eau, d'énergie, d'électricité, quel est le lieu de scolarisation des enfants, le lieu où vous votez. Et puis l'adresse à laquelle vous avez donc déclaré votre domicile à la banque. Voilà, c'est une réunion de différents critères. Vous ne pouvez pas décider de déterminer comme ça votre résidence principale aussi facilement. Donc, par exemple... Il faut un délai raisonnable, un délai de vente normal. C'est-à-dire quand vous mettez en vente votre bien, votre résidence principale, il faut effectivement que ce bien se vende dans des délais normaux. Hein. Donc ça, c'est laissé à l'appréciation de l'administration fiscale. Mais ce qui vérifie, c'est que un certain nombre de diligences ont bien été faites pour vendre ce bien. S'il y a eu un mandat qui a été donné, par exemple, à un agent immobilier, des annonces qui ont été passées, etc. Donc, en règle générale, le délai normal, ça dépend aussi un petit peu de la conjoncture, etc. Mais 1 an semble un délai raisonnable. Après, selon les cas de figure, on a pu voir que, par exemple, 2 ans a été accepté dans l'hypothèse d'une maison de maître, donc un bien un petit peu spécifique de 270 mètres carrés dans un village. Le prix n'était pas excessif et les propriétaires avaient accepté 2 baisses d'ailleurs de prix. Et ils ont mis 2 années pour vendre ce bien qui était leur résidence principale. Hein. Et quand ils l'ont vendu, ils ont bien été exonérés de plus-value immobilière parce que c'était leur résidence principale, malgré le délai qui s'est écoulé entre le moment où ils ont mis en vente le bien et qu'ils l'ont vendu, et même s'ils n'occupaient plus ce bien. On peut avoir l'hypothèse également de couples qui se séparent. Dans cette hypothèse-là, s'il y en a un des deux qui reste dans le logement, dans la résidence principale, hein, ça peut être des époux, mais ça peut être des concubins, l'exonération d'imposition sur la plus-value immobilière continuera à s'appliquer, même s'il s'écoule 5, 6 ans, 7 ans, à partir du moment où il y a un des deux membres du couple qui effectivement habite véritablement le logement. C'est-à-dire que même le deuxième qui n'y habite pas pourra bénéficier de cette exonération de plus-value. Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas mettre la résidence principale en location. C'est-à-dire que vous quittez votre maison, votre appartement, si vous louez même un court laps de temps, eh bien forcément derrière, ça perd la qualification de résidence principale et vous ne pourrez pas bénéficier derrière de l'exonération. De la même manière, une occupation à titre gratuit, hein, si vous donnez une autorisation à une personne d'occuper votre maison, même à titre gratuit, à des membres de la famille ou à des tiers, l'exonération sur la plus-value pourra éventuellement effectivement être mise en cause. Voilà, au niveau de la résidence principale, il y a d'autres cas d'exonération sur la plus-value, donc en 2 mots.
parce que c'est quand même un élément important. Au-delà de la résidence principale, vous avez ce que l'on appelle donc les faibles montants, les petits prix, hein, tout ce qui est inférieur à 15 000 €, il n'y a pas d'imposition. Donc, nous, on l'utilise pour les ventes de parcelles agricoles, parfois pour des garages, pour les choses comme cela. Donc, même si vous revendez bien plus cher que vous l'avez acheté, mais dès lors que ça ne dépasse pas ce seuil des 15 000, pas d'imposition. Vous avez également le cas de la durée de détention. Hein, lorsque un bien, vous en êtes propriétaire, mais ce n'est pas votre résidence principale, vous le vendez derrière. Dès lors que vous en êtes propriétaire plus de 22 années, vous êtes exonéré de plus-value immobilière. De plus-value immobilière, mais pas de prélèvements sociaux. Hein, puisqu'il y a les prélèvements sociaux, il faut attendre 30 ans. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, lorsque vous voulez vendre un bien sans payer aucune imposition, dès lors que ce n'est pas votre résidence principale, il faut attendre 30 ans pour être totalement exonéré de toute imposition. Après, vous avez des cas également qui peuvent des fois être intéressants lorsque justement vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, mais vous êtes propriétaire d'un bien, par exemple, qui vous a été donné par donation ou que vous avez reçu par héritage. Et ce bien que vous avez reçu par donation ou par héritage, vous le revendez un petit peu plus tard à un montant plus élevé, à une valeur plus importante qu'il figurait dans la donation ou dans la succession. Dans ce cas-là, il y a une plus-value et qui est imposée. Mais dès lors que vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale 4 ans avant de vendre ce bien et que le produit de cette vente, vous le destinez justement à acheter votre résidence principale, et c'est les 2 ans que vous vendez ce bien, vous êtes exonéré de plus-value. Donc des fois, c'est un cas qui peut être intéressant à mettre en œuvre et on le propose aux clients lorsque justement on discute un petit peu avec eux et ils nous expliquent que derrière ils vont justement acheter cette résidence principale. Et dans les derniers petits cas aussi, c'est pour les personnes âgées ou les personnes sous handicap peuvent bénéficier des exonérations de plus-value, mais c'est conditionné à des ressources assez modestes. Voilà. Alors en matière fiscale, pour ce qui concerne l'immobilier, il y a une notion importante, c'est la notion de primo-accédant. Qu'est-ce qu'un primo-accédant ? Eh bien, c'est une personne qui n'a jamais été propriétaire de sa résidence principale, enfin, qui ne l'a pas été depuis au moins 2 ans. Ça va être le premier achat, mais pas forcément, puisque le délai retenu est encore là 2 ans. Donc, il faut qu'il s'agisse de la résidence principale, hein. C'est une notion qui est retenue pour les prêts aidés. On connaît le prêt à taux zéro. Donc on a un intérêt dans ce cas-là, quand on est primo-accédant, c'est d'avoir accès à des aides locales ou territoriales aussi. Alors là, on pense tout de suite au droit d'enregistrement. Lorsque vous achetez, l'acheteur va payer ce qu'on appelle des frais de notaire à tort, puisqu'en fait, ces frais de notaire concernent pour une grosse partie des taxes. Depuis l'année dernière, il y a eu une augmentation de taxes, la taxe départementale, puisqu'on a une taxe qui revient, enfin, taxe départementale, taxe communale, et puis une petite taxe pour l'État. Cette taxe départementale est passée de 4,5% à 5%. Donc le primo-accédant, lui, ne supportera pas cette augmentation, à condition en fait que cette résidence principale, il la conserve pendant 5 ans, mais à cet usage, avec en fait des délais prolongés, hein, qui peuvent être prolongés à 6 ans si l'acquisition se fait dans le cadre d'un départ à la retraite, sous réserve que le bien soit loué pendant le laps de temps. Vous avez aussi, donc, en plus de cette fiscalité plus favorable, des facilitations, l'accession à la propriété. Et puis parmi les prêts aidés, vous avez le prêt Action Logement, vous allez avoir le prêt Action Sociale, voilà, une aide fiscale pour les primo-accédants. Pour ce qui concerne la location encore fiscalité. Si vous louez un bien nu, alors on dit nu par opposition à meublé,
c'est-à-dire que vous le louez à votre locataire, il apportera ses meubles. Vous avez diverses fiscalités. La fiscalité pour un logement nu, ça va être les revenus fonciers. C'est-à-dire que vous déclarez dans vos revenus, sur une déclaration spécifique, les loyers que vous percevez, les revenus que vous percevez, et puis vous déduisez également les charges que vous avez pu avoir pour ce bien, qui peuvent être la taxe foncière, les frais de gestion, vous avez les travaux d'amélioration que vous aurez réalisés. Et si vous déclarez moins de 23 000 €, vous allez bénéficier du régime microfoncier. Donc ça, c'est pour la totalité des biens que vous louez, ce n'est pas par bien. Et là, vous aurez un abattement de 30%. 30% sur les revenus que vous aurez déclarés, c'est forfaitaire. Vous pouvez, sur option, aussi bénéficier du régime réel, et ce régime réel vous permet de déduire vos travaux que vous aurez réalisés et même de bénéficier de ce qu'on appelle un déficit foncier. Si vous ne pouvez pas tout déduire pour la première année, vous pouvez reporter en fait le complément les années suivantes. Donc autre régime. Après, c'est la location meublée, c'est-à-dire que vous avez un bien, un appartement, une maison, et puis vous-même, vous le meublez. Et du coup, c'est une location en meublé, c'est un régime fiscal différent. Principalement, vous avez deux régimes, BIC ou réel. BIC, donc c'est bénéfices industriels et commerciaux, avec un abattement de 50% sur les loyers perçus. Réel, soit par choix, vous pouvez être au réel, soit lorsque vos revenus locatifs sont supérieurs à un petit peu plus de 77 000 €. Et c'est là où parfois c'est intéressant, le régime réel, parce que vous avez la possibilité de déduire beaucoup plus de choses que dans le BIC classique. Taxes foncières, charges de copropriété, crédit, etc. Et surtout, vous allez pouvoir amortir le bien immobilier que vous avez acheté, ainsi que les meubles. L'amortissement, ça signifie que chaque année, vous déduisez une partie de votre prix d'achat. Voilà, donc ça vous diminue l'imposition par rapport à cela. La loi encadre bien les choses. Il y a une liste de meubles qu'il faut respecter pour pouvoir louer et avoir ce type de régime fiscal. Sachez que lorsque vous choisissez le régime réel, ça peut avoir une petite incidence après derrière quand vous revendez au niveau des plus-values, puisque maintenant la valeur d'achat est diminuée des amortissements, donc mécaniquement ça va augmenter un petit peu la plus-value immobilière. Voilà. On a parlé. Voilà. Il y a simplement au niveau de la fiscalité un nouveau statut qui est instauré, le statut du bailleur privé. Mais là, bon, c'est très récent, on n'a pas encore toutes les notions. Ouais, puis on va en parler un petit peu si après. vous voulez en parler un petit peu. Ok. Merci beaucoup. Alors avant de parler d'optimisation fiscale, c'est un bien grand mot, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites là, dans les interventions qui précèdent. Il y avait une question, je crois, comment on réintègre les amortissements pratiqués dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière. Donc voilà. Alors, en fait, c'est depuis l'année dernière que dans les locations en meublé non professionnelles, les gens qui ont amorti le bien, c'est-à-dire qu'on déduit une part du prix de vente de leur revenu imposable, doivent, évidemment, ils ont bénéficié d'un avantage fiscal à ce moment-là, et quand ils revendent, l'administration fiscale va sans doute leur reprendre tout ou partie de cet avantage fiscal en réintégrant le montant des amortissements pratiqués pour le calcul de la plus-value. La plus-value, c'est une différence entre un prix de vente et un prix de revient ou d'achat, et donc on va majorer le prix d'achat des amortissements qui ont été pratiqués, enfin plus exactement le prix de vente, excusez-moi. Et donc, il faudra faire le compte et puis on en tiendra compte pour le calcul de la plus-value. Voilà. C'est un petit peu... Voilà. Donc après, voilà. Ce que l'administration fiscale nous accorde comme avantage d'un côté, souvent, il y a un effet boomerang de l'autre côté. Voilà. Donc, alors, on va aller un petit peu vite. Alors, l'optimisation fiscale, alors c'est un bien grand mot. Alors la loi qu'il faut respecter, bien sûr, nous permet d'optimiser.
Mais le détournement de la loi n'est évidemment sanctionné après fiscalement et des fois même pénalement. Alors on a bien sûr le droit d'organiser son patrimoine pour réduire un impôt, à condition de rester dans un cadre légal. Je vous donnerai quelques exemples. Donc les actes écartés par l'administration fiscale, c'est les actes de simulation, c'est-à-dire que sous couvert par exemple d'une vente, eh ben, on fait une donation. Le grand classique, c'est la vente en viager à des héritiers, qui sont souvent des héritiers en ligne collatérale, des neveux, des nièces. La tata, elle a un bien qui vaut 200 000 euros. Bah, plutôt que de faire une donation à son neveu ou sa nièce taxée à 55%, elle va dire bah, je te le vends, et par contre, tu vas me verser les arrérages de rente, mais je te les rendrai sous la table, quoi. Donc ça, c'est à proscrire évidemment en totalité, parce que d'abord l'administration fiscale surveille de façon très prégnante ce genre de vente en viager, surtout à des héritiers. Et là, c'est les sanctions qui seront appliquées avec non seulement la réintégration de l'impôt qui n'a pas été payé, mais également les pénalités à 40, voire même à 80% pour mauvaise foi. C'est par exemple ça. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un abus de droit, en fait. Hein. Voilà. Donc, deux questions à se poser quand on veut faire une opération d'optimisation. Est-ce que cette opération a une vraie utilité économique ou familiale, hein, donc pour organiser son patrimoine entre ses enfants ou autres? Et est-ce qu'on applique la règle dans son esprit, hein? Il ne s'agit pas, effectivement, sous couvert d'une règle, de la détourner. Voilà. Alors, ce qui est légal, ben, effectivement, vous avez été exposé tout à l'heure, c'est l'étalement des donations. Hein. Tous les 15 ans, on peut reconstituer l'abattement de 100 000 euros, hein, par exemple. Voilà, on peut anticiper des ventes et on peut, effectivement, donner avant de vendre. Alors ça, c'est également un autre cas, mais on va en parler un peu plus loin. Pourquoi donner avant de vendre? Ben, c'est parce que ça purge les plus-values immobilières. Donc les lignes rouges qui sont surveillées par l'administration fiscale, ben, la multiplication des actes de façon artificielle, les sociétés qu'on constitue sans vraiment de réalité économique, hein, des coquilles vides ou autres, et alors les donations cession avec reprise du prix. Alors la donation avant cession, donc je vous disais, des clients viennent nous voir, nous disent ben, j'ai une maison, une résidence secondaire, mais je veux la donner à mon fils ou ma fille, sauf que ben, ça va me coûter beaucoup de plus-value. Je dis, ben, écoutez, mais par contre, enfin, je veux la vendre, mais je veux donner l'argent, pardon, le produit de la vente à mon fils ou à ma fille. Mais par contre, je vais avoir une grosse plus-value à payer. Ben, je dis, on peut faire l'inverse, on peut donner la maison à votre fils ou à votre fille, et après, lui vendra sans avoir à payer de plus-value. La condition, c'est qu'évidemment, ce soit l'enfant qui vende et qui garde le prix, qui ne restitue pas le prix à son ascendant, parce que s'il y a une restitution du prix, bah, c'est également une opération déguisée pour le coup. Hein. Voilà. Voilà, donc nous, bah, effectivement, notre mission, c'est d'expliquer les conséquences concrètes de ces opérations, d'optimiser dans le cadre de la loi, encore une fois, de sécuriser les opérations de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème fiscal, hein, entre autres, et puis pas que fiscal, bien sûr. Hein. Et puis donc ben, de vous alerter sur le risque d'abus de droit qui sont donc prévus ou peuvent être invoqués par l'administration. Voilà, donc le message à vous transmettre, c'est d'anticiper les choses au maximum, de déclarer évidemment ce qu'il faut déclarer, d'évaluer correctement, on en a parlé pour la valeur vénale des biens, et de consulter avant d'agir. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire parce que ça a déjà été un petit peu évoqué dans les précédentes interventions. Puis je crois qu'on est un petit peu à la bourre en plus. Merci. Et puis je passe la parole à M. Grenier qui va, lui, nous parler de la loi de finances. Merci. Donc nous allons passer les points de la loi de finances pour ce qui concerne la fiscalité immobilière et la fiscalité du patrimoine, en prenant les plus grosses mesures, en les recontextualisant pour qu'on comprenne un peu dans quoi ça s'inscrit. Et nous allons commencer par la contribution différentielle sur les hauts revenus.
On va reparler un petit peu de cette géographie de l'impôt sur les revenus. Un petit point sur l'épargne retraite qui est corrigé après 70 ans. Durcissement du pacte Dutreil, ça concerne les transmissions d'entreprise. Taxation des holdings patrimoniales, gros sujet. Et clairement, on le savait, les holdings étaient visés lors de cette loi de finances. Réforme de l'investissement locatif, substitution d'un amortissement à la fin de la loi Pinel et globalement des textes favorables à l'investissement dans le neuf. Plus-value immobilière et dispositifs sur les logements sociaux. On va voir aussi qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont faites à destination de l'écologie. Et quelques petites touches sur les statuts LMP, c'est-à-dire loueurs meublés professionnels, et d'autres choses, notamment sur la TVA. La contribution différentielle sur les hauts revenus. Je voudrais, pour 2 minutes, revenir sur un point de comment se constitue l'impôt sur le revenu. Vous avez votre barème d'impôt sur le revenu, et puis depuis 2017, on a ce qu'on appelle la flat tax, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui est constitué à la base de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de cotisation sociale. Déjà, lors de la loi de financement de la sécurité sociale, on a relevé d'1,4 point la CSG-CRDS. Nous ne sommes donc pas à 30% sur les revenus de capitaux, mais à 31,4%. Et il faut faire attention sur les très grands revenus, on a ces correctifs-là. On en a 2. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui fait que quand vous êtes célibataire, à partir de 250 000 €, vous payez 3 puis 4% en plus de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire par exemple la flat tax. Et la contribution différentielle sur les hauts revenus qui fait que pour les mêmes montants, vous devez forcément payer un minimum de 20% d'impôt sur le revenu. Ce qui nous conduit des fois, en fonction de la hauteur du revenu, à une fiscalité qui s'échelonne à 38,6%. Moralité, cette fameuse flat tax dont tout le monde parle, en fonction, déjà elle passe à 31,4 et en fonction effectivement de ce qu'on perçoit, elle va être amovible pour atteindre pratiquement 40%. Pour un couple marié, il faut dépasser 500 000 € par an et 1 million d'euros par an, en plus avec des revenus exceptionnels dont on va prendre compte. Comme toutes les fiscalités depuis 25 ans, la mesure exceptionnelle devient la norme. Ainsi, la CDHR, qui était une mesure exceptionnelle, tout comme la contribution exceptionnelle qui l'est maintenant depuis 14 ans, et la CRDS qui l'est tout aussi exceptionnelle depuis 1996, restera en place tant que le déficit public ne passe pas en dessous des 3%. L'imposition des contribuables qui quittent la France, parce que je pense qu'ils l'ont prévu, sur les revenus perçus vont être imposés sur leurs revenus perçus jusqu'à leur départ. Donc on ne va pas se baser sur le 1er janvier. Et sachez qu'il y a un acompte de 95% sur cette contribution différentielle à payer entre le 1er et le 15 décembre de l'année sur laquelle on est imposé. Alors, 95% de cette somme, ça correspond globalement à 4% de la somme perçue. Mais enfin, tout de même, il ne faut pas le louper. Clause de sauvegarde, exclusion des revenus financiers déjà soumis à prélèvement libératoire depuis 2026. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé en janvier, puisque finalement, les stratégies qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, elles n'étaient pas basées sur cet acompte et sur ces stratégies de quitter la France. On a juste une précision. On a revu à la hausse le barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation. Et maintenant, j'en arrive à l'épargne retraite. Lorsque je verse sur mon PER à partir de 70 ans, ce n'est plus déductible. C'était une stratégie d'optimisation pour les retraités avec un revenu relativement élevé et qui leur permettait de faire baisser la pression fiscale. Après, en ce qui concerne la sortie, on en tient compte. La sortie en capital est exonérée d'impôt sur le revenu, évidemment, puisque je n'ai pas pu le déduire. Si je n'ai pas pu déduire de l'impôt, je ne vais pas payer de l'impôt en plus dessus. Sauf les plus-values que je vais constater. La sortie en rente va suivre le régime des rentes viagères à titre onéreux. Même système, alors avec une fraction de 30% imposable après 69 ans. Mais ça rejoint la logique d'avant. On a aussi un plafond annuel qui est reportable de 3 à 5 années par rapport aux 3 à 5 années antérieures. Transmission d'entreprise. Durcissement du pacte Dutreil.
qu'est-ce que le pacte Dutreil? Simplement. Abattement de 75% sur la valeur transmise par décès ou par donation quand il s'agit d'entreprises. Conservation, historiquement, 6 ans, suivant le régime principal. À partir de maintenant, on va exclure ce qu'on appelle les actifs somptuaires, c'est-à-dire les actifs un peu luxueux qui pourraient plus correspondre à des notions de plaisir. Et je vais retrouver là-dedans les résidences, mais pas n'importe quelle résidence. Les résidences, a priori, utilisées par les associés. En gros, j'ai acheté avec ma société ma résidence principale et j'habite dedans. Avion privé, voiture de luxe, bijoux, je ne reviens pas là-dessus. Comment ça va fonctionner? On va isoler la valeur de ces biens et les soumettre à une taxation normale qui ne bénéficiera pas des moins 75%. Donc le calcul va être assez compliqué. Si je veux pouvoir quand même rentrer ces biens dans mes 75% d'abattement, il faut que je démontre que l'affectation est exclusivement dédiée à l'activité pour qu'elle reste éligible. Exemple plutôt bien trouvé, l'avion qui va être affecté à une école de pilotage par rapport à un avion d'affaires qui va être une dépense qui dépasse finalement les besoins nécessaires et suffisants à mon activité. Clause anti-contournement, c'est une évidence. Ça ne sert à rien de monter une société en dessous de ma société pour y loger, pour dire non mais ce n'est pas dans la société. Que je le possède de manière directe ou indirecte, je ne pourrai pas y échapper. Un deuxième point, c'est la durée de conservation globale. On a fait passer la deuxième phase de 4 à 6 ans. Globalement, on arrive maintenant sur des délais de conservation des titres ou de l'entreprise pour bénéficier des moins 75% de 8 ans. Ce qui nous conduit à la logique suivante. Quand on nous dit généralement qu'une retraite se prépare environ 10 ans avant l'accession à cette retraite, on est en droit de se dire que pour un chef d'entreprise, le minimum de délai pour préparer sa transmission avec toutes les options sur la table, c'est là aussi 10 ans. Globalement, on disait qu'à 50 ans, on faisait le point sur sa retraite dans la perspective d'une retraite à 60, dans le temps. Là, on va rester à peu près sur les mêmes logiques. On va tout visualiser en même temps. Et là, j'arrive au gros morceau. Instauration d'une taxe annuelle de 20% sur certains biens somptuaires. Vous avez bien lu. Ce n'est pas une instauration d'une taxe annuelle de 20% sur les revenus de ces biens. C'est bien une taxe annuelle sur 20% de la valeur des biens que je vais décrire. On peut parler de super ISF sur les holdings, avec des taux jamais vus. Donc, lorsque je détiens ces biens via une ou des holdings, résidence mise à disposition de qui? Des associés, pas des tiers. Et là, on va aussi être attentif à ce que va nous dire l'administration fiscale. Est-ce que ça concerne le groupe familial? Est-ce que si j'appartiens à la famille de l'associé, ça marche aussi? Les yachts, les avions privés, voitures de luxe, chevaux de course, bijoux, métaux précieux, à l'exception des œuvres d'art. C'est pour ça que ça rappelle un peu le système de l'ISF. Parce qu'on avait cette même exception dans l'ISF historiquement. On va limiter également la déductibilité des dettes. Oui, parce que j'ai peut-être souscrit un emprunt pour financer ce bien. Donc je vais en plus en limiter la déductibilité. Et la fenêtre de tir, pour ne pas être soumis à cette taxation, c'est une société qui clôture au 31 décembre 2026. En d'autres termes, s'il y a des aménagements à réaliser dans un patrimoine, c'est cette année. Exemple, racheter à sa société la résidence principale que j'avais logée à l'intérieur de ma holding. Un petit point. Pour ceux qui vendent une société et qui utilisent une holding pour réinvestir et qui peuvent bénéficier ainsi d'une exonération de plus-value. Les conditions se durcissent un peu puisqu'on doit réinvestir 70% du prix pour bénéficier de l'exonération et on doit conserver les titres et les investissements qui m'ouvrent l'exonération de 3 à 5 ans. Mais surtout, on ne peut plus recourir à un patrimoine mobilier ou immobilier et on ne peut pas recourir aux produits bancaires ou financiers. Pourquoi je dis ça? Certains établissements financiers avaient proposé des réinvestissements qui permettaient de s'exonérer de la plus-value.
il vous suffisait simplement de souscrire et vous bénéficiez de cet avantage fiscal conséquent qui est l'exonération des plus-values. Au vu de ce qu'explicite la loi et qui explique maintenant qu'il ne faut pas que ce soit un investissement passif, on est en droit de se dire que ces produits tout prêts à l'usage pour obtenir l'exonération sont visés. Pour l'investissement locatif, fin du Pinel s'est actée et on bascule sur un amortissement. On l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un amortissement ? Je prends un bien, je me dis que je vais l'utiliser 20 ans, ben, je vais déduire 1/20 en charge dans mes impôts du bien sur 20 ans. C'est un crédit d'impôt. Ça veut dire que si je passe des charges, toutes ces charges, je devrais payer l'impôt dessus en cas de cession. Donc il ne faut pas voir ça comme un avantage fiscal, mais comme un crédit d'impôt. Ce remplacement du dispositif Pinel par un régime d'amortissement fiscal va se faire pour le neuf, mais aussi l'ancien. Donc on va être très proche de ce qu'on appelle la LMNP, location meublée non professionnelle. Le dispositif neuf pour les amortissements va concerner les logements neufs situés en zone tendue, c'est-à-dire là où on a du mal à loger, avec un amortissement plus fort en fonction de son utilisation. Et là, on va voir l'objectif social. Et on va retrouver un système qui est proche de Pinel. Regardez, la durée d'engagement locatif, c'est 9 ans. Exception en cas de démembrement pour protéger le conjoint survivant usufruitier. Le dispositif ancien, l'objectif, il va être plutôt écologique. C'est de remettre sur le marché des biens qui sont obsolètes d'un point de vue performance énergétique. Donc je vais pouvoir déduire un amortissement qui va me permettre théoriquement de remettre des biens qui sont sortis du DPE, globalement. Le taux d'amortissement sera de 3%, et je ne pourrai pas le cumuler avec d'autres régimes, alors Outre-mer, Malraux, Pinel, Monuments historiques, Fondation du patrimoine, c'est-à-dire avec des régimes spécifiques. Là, on est dans un régime général ancien. Déficit foncier et plafond. Le déficit foncier issu de l'amortissement imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an. Et je vais avoir un plafond global de déduction de 8 000 € par an et par foyer. Donc il va falloir jongler, porter à 10 et 12 000 € si la part significative du patrimoine est louée en social. Là aussi, on attend avec impatience les interprétations sur ce qu'on appelle le social. Exclusion des locations familiales, évidemment, ascendant-descendant. Et j'ai un doublement à 21 400 € du déficit foncier si j'ai des travaux de rénovation énergétique. On va toujours marcher sur nos deux pieds, objectif social, objectif écologique. Rupture des engagements et cas d'exonération. Je vends, qu'est-ce qui se passe ? Si je reprends, j'ai une majoration du revenu net foncier, on va la lire ensemble la phrase. Majoration du revenu net foncier de l'année de rupture par le cumul des amortissements déduits. Avec système de caution pour lisser le surcroît d'hier. Majoration du revenu net foncier de l'année de rupture par le cumul des amortissements déduits, ça veut dire que je vais devoir reverser les déficits que j'avais pratiqués. Mais je vais le faire progressivement pour pas que mon impôt sur le revenu décolle. Parce que j'avais constaté des charges et là, je constate plus de revenus que ce que j'ai réellement perçu d'un seul coup. Exonération de reprise dans certains cas, invalidité, licenciement, décès du contribuable ou de son conjoint, possibilité de reprise du dispositif par le conjoint survivant. Évidemment, dans le cadre de la même feuille d'impôt. Et ce système est mis en place au moins jusqu'au 31 décembre 2028. Exonération des plus-values pour le logement social. On proroge ce système jusqu'au 31 décembre 2027. Abattement de 85% pour les cessions à vocation sociale, notamment pour ce qui concerne les ventes de terrain. Et là, c'est toujours reporté jusqu'au 31 décembre 2027. Le loueur en meublé professionnel. La question est de savoir, quand vous êtes en loueur meublé professionnel, c'est de savoir si ça constitue votre activité principale, si vous êtes professionnel. On va prendre en compte l'intégralité des revenus dans le monde pour déterminer ça. En d'autres termes, si vous faites de la location à l'étranger, ça va venir compter dans votre statut de loueur meublé professionnel ou pas.
Petite précision sur la fusion des taxes sur la vacance des locaux d'habitation. Bon, révision des valeurs locatives, c'est toujours en projet, et ça le reste, puisqu'on reporte la révision des valeurs locatives pour éviter une explosion de Paris par rapport à la province, mais ça, c'est à peu près tous les ans qu'on en parle. De la même façon, les locaux d'habitation et la campagne déclarative est repoussée vers 2028-2029 pour sensiblement les mêmes raisons. En ce qui concerne la TVA, et toujours des logiques, je le rappelle, logique sociale, logique écologique, harmonisation des plafonds de ressources pour l'application du taux de TVA à 5,5 en accession sociale dans les quartiers de la politique de la ville. Sécurisation de la TVA à 10% pour les logements locatifs intermédiaires avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Et le taux réduit de TVA à 5,5 est étendu à certains équipements de rénovation énergétique comme les pompes à chaleur et à d'autres travaux énergétiques impactant directement la valeur patrimoniale du bâti. En synthèse, on va recentrer les avantages fiscaux immobiliers sur des locations de longue durée. Là, on vient corriger les effets du Airbnb. Sur la rénovation énergétique, objectif écologique. Sur le logement social, objectif social. Pour ce qui concerne les schémas patrimoniaux d'optimisation, on va durcir les schémas et les conditions pour qu'on reste dans l'entrepreneuriat et l'entreprise en direct, et aussi pour éviter l'utilisation l'utilisation en fait de la société pour financer des biens qui sont in fine plutôt personnels. Et donc il va falloir arbitrer entre à l'intérieur de la holding, en dehors de la holding, entre le neuf et l'ancien, en voyant que ça se rééquilibre, entre le nu et meublé, en voyant que ça se rééquilibre, et au profit par exemple de choses plus sociales ou écologiques au vu de ce qu'on nous propose. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors c'est un peu ardu. Alors quelle question? Alors comment calculer la réintégration des amortissements pour le calcul de la plus-value exploitée en LMNP sur la base de quel document? Sur la base de la déclaration à déposer par le notaire au moment de la vente du bien. Il y a une case qui est prévue dans cette déclaration et qui indique qui demande le montant des amortissements pratiqués. Voilà, pas plus compliqué que ça. Deuxième question, quels sont les risques à donner en démembrement sa résidence principale à un enfant unique? Quelles sont vos préconisations? Alors ça, c'était le grand débat quand on a eu l'article L64 du livre de procédure fiscale qui parlait de l'abus de droit. Ils en avaient rajouté un autre article qui laissait craindre que effectivement ça pouvait être mis en cause. C'était les opérations à objet principalement fiscal. Et on se demandait si l'objet principalement fiscal ça ne concernait pas justement les donations en nue propriété à un enfant unique. Et la réponse, maintenant, je crois, elle est posée. C'est pas prévu par les textes. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie encore de votre attention. Alors, c'est vrai que le sujet pouvait être un peu ardu, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Et écoutez, très bonne soirée à vous, mais elle se poursuit la soirée puisqu'on vous offre un petit cocktail pour ceux en tout cas qui sont présents sur place, qui se passera un petit peu plus loin dans nos locaux. Merci à tout le monde et puis je vous dis pour ceux qui veulent au mois de juin pour la conférence sur les chiffres de l'immobilier. Voilà.